Et bonjour. Cette semaine, des locutions et des mots récents, puisqu'ils sont tous apparus au XXe siècle. Mais nous avons sélectionné ici ceux qui sont déjà vieillis, à peine apparus, déjà en passe d'être oubliés. C'est parti, retour au siècle dernier. Locution familière dont le sens est ultime. Elle a été utilisée un temps pour désigner la Première Guerre mondiale. Elle est constituée par une répétition d'une contraction familière de dernier ou dernière. L'abrégé familier de dernier, der, a donné der des der. Cette locution a désigné la guerre de 14-18 durant les 20 ans qui ont suivi celle-ci. Le fait que, justement, il y ait eu une deuxième guerre mondiale après relativise cette locution pas si définitive que ça. Ce mot est apparu en 1963, mais il est aujourd'hui vieilli et daté. Il désigne un style musical de cette époque et par extension un style de vie. Il est construit à partir de la répétition d'interjections lancées par les chanteurs en marge des paroles d'une chanson. Des interjections issues de variantes du oui anglais. La répétition des yeah variantes des yes anglais a donné le style yeah yeah. Dans sa version courte, le nom de cette profession signifie simplement doigt en grec. Il se popularise vers 1900. Dans sa version longue, il signifie écrit avec les doigts. Dactylographe, le plus souvent abrégé en dactylo. De dactylos, puis dactylos en grec, le doigt. Ce mot composé est arrivé en France au milieu du XXe siècle. Il signifie littéralement épinglé en haut, en parlant d'une femme. Telle une belle femme digne de poser en pleine page dans des magazines. Pin-up. Le mot est apparu pour la première fois aux USA en 1941. Au XXIe siècle, le mot vieillit, en même temps que la pratique qui consistait à épingler un peu partout des images de femmes sexy plus ou moins dénudées. Instrument de musique carnavalesque qui porte le nom de son inventeur, suivi de phone. Il émettait un son médiocre, et l'objet est tombé dans une relative désuétude. Mais le mot reste connu parce que son usage a été détourné en français familier. En langage familier, il désigne un objet usuel qui émet du son. Romain François Bigot est l'inventeur du bigophone. Pour en jouer, l'instrumentiste module sa voix par l'embouchure et le son sort déformé. C'est probablement pour cette raison que les premiers téléphones qui rendaient un son de mauvaise qualité ont été surnommés bigophones. Au XXIe siècle, à l'ère des téléphones portables, l'usage de ce mot familier décline. Parti politique de la première moitié du XXe siècle. Précisons, ce n'est pas exactement un parti politique, mais la faction d'un parti politique dont le nom signifie majoritaire en russe. Ces majoritaires ont créé en 1922 le Parti communiste russe. En Occident, tout ce qui était jugé mauvais dans le système soviétique s'est cristallisé sur ce mot. Au sein du Parti social-démocrate de Russie, il y a eu à partir de 1903 deux factions. Les bolcheviks, les majoritaires qui prônaient un parti de cadres, et les mencheviks, les minoritaires,
favorable à un parti de masse. Ce sont les bolcheviks qui ont triomphé. De 1918 jusqu'en 1952, la mention bolchevique, placée entre parenthèses, suit celle du Parti communiste de l'Union soviétique. Cette locution désigne une technique de cinéma consistant à mettre des filtres devant les optiques des caméras, afin de donner au spectateur une impression différente de celle des conditions réelles de tournage. Cette technique s'est développée aux USA, d'où son nom. En anglais, elle est appelée Day for Night, soit jour pour nuit. La nuit américaine consiste à tourner en journée en donnant l'impression que la scène se déroule la nuit. Au XXIe siècle, cette technique tend à disparaître au profit des effets spéciaux. Appareil du milieu du XXe siècle. On le désignait par une locution, mais aussi le plus souvent par ses initiales. Il était présent dans beaucoup de foyers et il y avait pris une place centrale. On l'écoutait. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Appareil de transmission sans fil, ou TSF. Ici Londres. Locution qui vient de la guerre d'Espagne. Le général franquiste Emilio Mola préparait une attaque sur Madrid avec l'armée régulière, mais il comptait aussi sur ses partisans dans Madrid, à qui il donna un surnom. Il se préparait à attaquer Madrid avec 4 colonnes. Il appelait les partisans de Franco à l'intérieur de Madrid tenus par les républicains la 5e colonne. L'expression est restée pour désigner les partisans d'une opposition extérieure qui agissent de l'intérieur pour faire triompher leur cause. Le nom de ce métier signifie littéralement « parleuse ». Il a surtout eu cours entre l'après-guerre et les années 1990. Un métier lié à la télévision de cette époque. La speakerine, une féminisation de l'anglais speaker, celui qui parle. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur TF1 et bonne et heureuse année. Mais c'est un faux anglicisme, puisqu'à la même époque, les télévisions anglophones appelaient ces personnes « announcer ». Pour comprendre pourquoi ce mot, remontons le temps. Pendant la guerre, entre 1940 et 1944, les studios de Cognac-J à Paris ont été récupérés par les Allemands. Ils ont servi à faire de petits films de propagande et à concocter des émissions destinées aux troupes d'occupation. En 1945, après la libération, quand les premières diffusions d'après-guerre commencent, le matériel est en grande partie allemand, et les habitudes aussi. La fonction d'annonceuse, Sprecherin, en allemand, est alors reprise. Mais en transformant le radical allemand, langue honnie après l'occupation, par de l'anglais, la langue des libérateurs. Sprech devient speak, mais on garde la forme finale de Hering. On peut donc dire que speakerin vient de l'anglicisation d'un mot allemand parlé français. Comme on le voit dans cette série, beaucoup de mots du XXe siècle déjà vieillis sont apparus avec les nouvelles technologies de ce siècle, qui a connu de nombreuses innovations. Mais ils ont commencé à être oubliés quand la technique et les pratiques ont encore évolué. La radio a changé, exit la TSF. La télévision a changé, et le mot speakering n'évoque pas grand-chose aux jeunes générations. Les mots ou locutions sont aussi venus d'événements marquants, la der des der, ou des phénomènes de mode, les yéyés. Mais les événements marquants pour une génération finissent par s'estomper pour les suivants. Quant à la mode, c'est ce qui se démode, comme disait Jean Cocteau.
Récapitulons ces termes venus d'un XXe siècle déjà vieux. La der des der, appellation pour la guerre de 14-18 qu'on espérait être l'ultime hécatombe. Yéyé, mouvement ainsi nommé par la répétition des oui des chansons anglophones. La dactylographe, qui écrit avec ses doigts selon le grec. Une pin-up, soit une épinglée en anglais. Un bigophone, un instrument de musique inventé par Monsieur Bigot avant de désigner un téléphone. Bolchevique, soit majoritaire en russe. La nuit américaine, une technique de cinéma développée d'abord aux USA. La TSF, pour transmission sans fil, l'appareil de radio du XXe siècle. La cinquième colonne, l'ennemi intérieur hérité de la guerre d'Espagne. Une speakerine, soit la parleuse à la télévision selon un mélange entre anglais et allemand. Restons au XXe siècle. Erich Maria Remarque est un rescapé allemand de cette Der des Der, la Première Guerre mondiale. En 1928, il publie un livre semi-autobiographique poignant où il décrit cette guerre vue de l'intérieur par quelques soldats. À l'ouest, rien de nouveau. Le titre original en allemand est l'une de nos phrases qui se promènent sur fond de ciel étoilé. Im Westen nichts Neues. Cet ouvrage a eu un succès international. Mais à partir de 1933, ceux qui ont pris le pouvoir en Allemagne jugent trop passiviste l'auteur, qui doit s'exiler, et le livre « À l'Ouest, rien de nouveau » va être brûlé lors d'autodafé par les militants nazis. Nous continuons aussi nos causeries sur des expressions. Cette semaine, l'origine de la formule du tac au tac. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. À la semaine prochaine.